Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler de pollution, de kanji japonais et de marketing. Bonjour, c'est Cédric Beau, vous êtes dans le deuxième épisode de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, que j'ai renommé donc LCLCCCV, LCLCCCV, ça fait combien de C? Ça fait 3 C ça. Donc La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Donc dans cet épisode, je vous présente un petit peu la Chine, le chinois tel que je l'ai vu, et dans l'épisode précédent, bien je vous présentais le podcast. Et je vous invitais à commenter sur YouTube. Mais il faut savoir que le podcast, il est accessible partout. Il est accessible par exemple si vous avez un téléphone Android sur une application comme Podcast Addict par exemple, que je vous recommande pas parce qu'il y a plein de pubs et c'est un petit peu fatigant à utiliser quand il y a plein de pubs partout et qu'en plus c'est un petit peu difficile à manipuler. Si vous avez une recommandation à faire d'ailleurs pour une application Android de podcast, n'hésitez pas à la faire en commentaire de ce podcast sur YouTube. Alors, je vous invite souvent à commenter sur YouTube parce que c'est là où je vais le plus souvent voir les commentaires, mais donc vous pouvez écouter les podcasts partout. Donc je vous parlais de Podcast Addict sur Android, donc recommandez-moi quelque chose de mieux si vous avez. On a aussi iTunes, donc iTunes, c'est bien pour retrouver le podcast, il n'est pas encore disponible, je l'ai soumis à l'équipe iTunes qui doit le valider. Pour le retrouver, ça sera facile, il suffira dans le champ de recherche de iTunes de taper LCLCCCV. Donc l'acronyme pour la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Ensuite, je vous préviendrai quand ça sera sorti, quand ça marchera d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez aussi suivre sur Tumblr, par exemple. Sur Tumblr, il y avait pas mal de gens qui étaient inscrits à la chaîne Cédric-Beau TV. Les vidéos YouTube, maintenant, elles remplacent les vidéos, donc les audios de podcast, ils remplacent les vidéos dans lesquelles je répondais aux questions, comme on va le faire donc dans cet épisode. Sur les blogs aussi, si vous me suiviez sur les blogs, vous étiez abonné au blog par RSS, par Feedburner, ou n'importe quoi, là aussi c'est pareil. À chaque fois, je ferai une petite mention lorsqu'il y a un nouveau podcast qui sort. Donc, peu importe de où vous venez, vous pouvez écouter ces podcasts chaque jour. Alors, on va passer donc maintenant au podcast en lui-même avec les 3 questions. La première question, elle est anonyme. Alors, s'il vous plaît, maintenant, donc, quand vous posez une question sur du-chinois.com/question, laissez-moi au moins votre petit prénom, ça sera plus sympa. Donc là, je viens d'allumer mon téléphone, comme ça je vais voir la question. Donc d'anonyme, on va l'appeler anonyme pour l'instant, qui dit « Bonjour Cédric, j'ai envie d'aller en Chine pour faire un master, mais j'hésite entre la ville à choisir, Nanning, Guilin, Chengdu ou autre. Peu d'étrangers, pollution, coût de vie abordable, tels sont mes critères. » Alors, peu d'étrangers dans tous les cas, Chengdu, Guilin ou Nanning, il n'y en a pas tellement. Si, on relativise bien évidemment par rapport à Shanghai, ou Pékin, ou Canton. Ensuite, il y a d'autres critères à prendre en compte. Donc le coût de la vie, j'ai envie de dire que ça sera approximativement la même chose. Donc des étrangers, on peut peut-être en trouver un petit peu plus à Chengdu, notamment des Français. Donc on pourrait peut-être s'orienter sur Nanning et Guilin. Mais au niveau du coût de la vie, ça sera un petit peu pareil. Moi je pense qu'il faut surtout choisir quelque chose qui va influencer beaucoup sur le quotidien, c'est le climat. Le climat, c'est vraiment quelque chose qui va être décisif pour moi en Chine. J'ai vécu à Shanghai, j'ai vécu à Xiamen, j'ai vécu à Guiyang, j'ai vécu à plein d'endroits, à Nankin aussi pendant un moment, Ce qui a beaucoup influencé sur mes choix de m'installer maintenant dans le sud de la Chine, donc même si toutes ces villes, on peut considérer qu'elles sont dans le sud, de m'installer à Guiyang, c'était le climat et la nourriture. C'est vraiment des choses du quotidien. Parce que le coût de la vie, au pire, peut-être que la vie sera moins chère à Chengdu, mais les frais que vous allez payer en climatisation pendant l'été alors que vous êtes en train de cuire dans votre appartement, ça va tout changer. Je crois que le coût d'un taxi c'est 5 yuan prix de départ à Chengdu, peut-être que ça a changé, ça a sûrement changé d'ailleurs depuis, mais les frais d'électricité, là c'était énorme. Voilà, j'étais dans les 100 € d'électricité, c'était cher pour la Chine, c'est pas cher par rapport à la France, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut relativiser avec tout ça. Et puis à Chengdu, il y a les pandas. Donc le climat, ça peut être négatif pour Chengdu, mais si vous aimez la nature, quoiqu'à Guilin on est bien servi aussi, si vous aimez la bonne bouffe épicée avec du piment et du poivre du Sichuan, peut-être qu'on devrait choisir quand même Chengdu. Voilà. Moi j'ai eu l'occasion d'y passer en escale à Chengdu, on y mange vraiment super bien quoi. Par contre l'été c'est vraiment difficile à supporter. Donc sinon peut-être aussi ce que vous pouvez faire, ça dépend si vous y allez pour l'année scolaire ou n'importe quoi, c'est d'y rester pendant toute l'année et de juin à septembre quand vous êtes en vacances d'été, de partir. Voilà. Et là au moins vous pourrez avoir un bon compromis. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut relativiser. Guilin et Nanning, il y aura moins d'étrangers, oui je pense vraiment. Les paysages sont plus beaux, mais la nourriture, on est vraiment loin de Chengdu. Et puis il n'y a pas de panda. Voilà. Donc pour répondre à cette question d'anonyme. Alors,
Une deuxième personne, là aussi anonyme, mais bon, je les traite parce que c'est des questions qui étaient en attente, donc de Cédric Bot TV, donc je vais y répondre quand même, mais les prochaines, s'il vous plaît, vraiment laissez vos prénoms sur la page, donc pour poser une question, c'est plus sympathique. Donc bonjour Cédric, je parle l'arabe et le chinois, et je compte partir en Chine pour y chercher les possibilités de connecter le monde arabe au chinois, par exemple, tourisme. Qu'en penses-tu? Alors ça, c'est une question qui est un petit peu difficile, et que moi j'orienterais plus vers une question marketing. Parce que le but, c'est de chercher donc des possibilités, sous-entendu de travail, ou de business pour connecter le monde arabe au monde chinois. Donc là, ça va vraiment dépendre de toi, dont je ne connais pas le prénom, en fonction de ton niveau, déjà, parce que là tu dis que tu parles arabe et chinois, donc si tu as vraiment un bon niveau, ça peut être quelque chose de très intéressant. Tu pourrais te marketer toi-même, tu pourrais orienter vers du tourisme linguistique si ta passion c'est les langues. Parce qu'à première vue, vraiment, tes qualités que tu as, c'est vraiment la maîtrise des langues arabes et chinoises. Donc on pourrait faire, pourquoi pas, un marketing ou un tourisme orienté vers la linguistique. Pourquoi pas? Donc quelque chose qui va te différencier en fonction de toi, ton expertise. Par exemple, moi, mon expertise, c'est l'import, le chinois, les relations interculturelles entre la Chine et l'Occident, et notamment la France. Donc je vais pas m'orienter vers le tourisme forcément. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de plus orienté vers les langues ou vers l'interculturalité. Le tourisme, le problème du tourisme, c'est qu'on va arriver dans quelque chose de très concurrentiel, et si on fait juste du tourisme, c'est pas quelque chose qui va forcément marcher ou bien marcher. Si par contre tu arrives à te différencier en faisant du tourisme linguistique, pourquoi pas, c'est une idée. Après, c'est une idée qui me vient comme ça parce qu'on me demande mon avis quand je regarde la question. Là, tu pourras te différencier, tu pourras mieux vendre ton expertise, ta connaissance, ta spécificité dans les relations chinoises et arabes. Voilà. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit en répondant à cette question. J'essaie vraiment de répondre à toutes les questions, et là honnêtement je vois pas d'autre chose parce qu'il me manque beaucoup de détails, mais j'ai envie de répondre vraiment à toutes les questions qui me seront posées, donc je le fais, et ensuite on verra. Donc si jamais tu as des éléments complémentaires que tu souhaites ajouter, ou bien alors d'autres questions, n'hésite pas à les reposer maintenant, donc sur la page questions, et vous autres aussi, si ça vous fait réagir, toutes les personnes qui écoutent, là, n'hésitez pas à aller sur du-chinois.com/question, question au singulier, et posez-vous votre propre question. Ensuite, troisième question et dernière question du jour, qui m'est posée par Monsieur Camille. Bonjour Cédric, d'abord merci pour vos vidéos très intéressantes, voici ma question. J'apprends déjà le japonais, par amour de la langue et la culture japonaise, et je suis donc obligé de passer par l'assimilation des kanji. Les kanji, eh bien ce sont les caractères chinois, ou d'origine chinoise plutôt, qui sont présents dans la langue japonaise. Et donc je suis obligé de passer par l'assimilation des kanji, bien que l'étude du chinois me tente beaucoup, par intérêt pour le pays, la culture et l'attractivité, je voulais savoir si la connaissance des kanji faciliterait l'apprentissage du chinois ou au contraire la compliquerait. Alors j'ai envie de dire les deux. Pourquoi? Alors, les kanji déjà, ce sont des caractères d'origine chinoise. Si par exemple vous cherchez les toilettes au Japon et que vous parlez déjà chinois, vous n'aurez pas de problème du tout pour reconnaître le caractère des toilettes, qui se prononcera pas d'ailleurs de la même manière du tout qu'en chinois, mais qui s'écrira exactement de la même façon. Donc ça peut aider, ça peut être un énorme avantage. Mais il y a des nuances. Par exemple, les caractères traditionnels japonais, originaires du chinois, ils ont parfois eu des petites modifications qui ne sont plus exactement les mêmes que les caractères traditionnels chinois. Et les caractères simplifiés chinois, il y en a une partie qui a été aussi simplifiée en japonais, mais avec leur propre simplification. Donc les simplifications sont différentes. Donc on se retrouve avec des caractères que l'on peut comprendre, mais que l'on pourrait confondre, surtout si par exemple on écrit à la main. Voilà, vous prenez une feuille blanche ou un cahier et que vous écrivez au caractère à la main, vous auriez peut-être plus tendance à faire des petites fautes. Ça peut, donc la prononciation, je vous disais qu'elle est différente, mais au final, parfois on se retrouve aussi, quand on regarde par exemple les chiffres en chinois et les chiffres en japonais, on peut retrouver pas mal de similitudes. Donc c'est pour ça que ça peut aider aussi énormément, parce qu'on a déjà toute une base. Et puis notre cerveau, en plus, il est entraîné. Il est entraîné à l'écriture, il est entraîné à reconnaître, à s'habituer à regarder, ces caractères bizarres avec des traits qui partent dans tous les sens, qui sont complètement abstraits au début pour un débutant. Et bien là, comme vous êtes plus débutant et que vous avez déjà de la connaissance avec les kanji japonais, ça sera un outil, ça sera un avantage indéniable qui facilitera votre apprentissage du chinois. Donc pour répondre à la question, au final, on pourra dire que effectivement ça facilitera l'apprentissage. Par contre, ce que j'aurais à vous recommander, si vous êtes débutant ou intermédiaire en japonais, attendez d'avoir un niveau légèrement supérieur,
donc intermédiaire à avancé, avant d'attaquer, eh bien le chinois. Si on commence en tant que débutant en chinois et en japonais, là on va avoir tendance à tout mélanger. Voilà, donc prononciation et écriture, comme je vous le disais donc juste à l'instant. Par contre, si vous avez déjà appris le chinois et que vous avez un bon niveau intermédiaire avancé, ou le japonais et vous avez un bon niveau intermédiaire avancé, eh bien là vous pouvez attaquer l'autre langue, et vous aurez donc dans la poche un atout plus qu'un handicap. Voilà, donc petit bilan donc sur ces questions, vraiment surtout oui, laissez vos prénoms quand vous posez une question, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, et on se retrouve donc pour les commentaires sur YouTube. YouTube, la chaîne c'est apprendre au chinois à la crampe ou quelque chose comme ça. Enfin bon, je vous mettrai à chaque fois le lien, un petit lien dans la description du podcast, que ce soit sur donc Android. Donc sur Android, vous mettez tout simplement le flux. Le flux c'est cedricbeau.podbean.com/feed FEED, donc dans votre lecteur de flux, et puis en description à chaque fois il y aura les liens vers les choses que j'évoque. Si j'évoque une fiche pratique, si j'évoque un site, si j'évoque quelque chose à télécharger ou n'importe quoi, ou poser une question, je vous mettrai à chaque fois d'ailleurs les liens donc dans la description, donc, que vous retrouvez donc sur iTunes, sur YouTube, sur Android, sur les sites, sur Tumblr, etc. Alors, moi, ma question pour vous, aujourd'hui, ça sera, quelle est votre ville, vous préférée en Chine? Répondez-moi, donc, pour me dire votre ville préférée, en commentaire du podcast épisode 2 sur YouTube. Voilà. Gardez l'esprit ouvert, et ensemble, tuons les préjugés.